Donc, je me présente. Moi, je suis Marie Chauvette, éducatrice et propriétaire de l'entreprise de J'aime ton chien. Donc, pour moi, les formations en continu, c'est vraiment super important. C'est vraiment comme ça qu'on se maintient à jour et qu'on est capable de vous donner vraiment le meilleur de nos connaissances, finalement. Donc, vraiment rapidement, mes formations, ma première formation, je l'ai suivie à l'École des intervenants canins du Québec. Par la suite, j'ai suivi une formation sur le terrain avec Mira Aubry. Ensuite, j'ai suivi une conférence sur la génétique et la reproduction des chiens. Par la suite, une formation intensive sur la réactivité et l'agression. Donc, celle-là, c'est la plus à jour qu'il y a actuellement sur le marché. Ensuite, un séminaire sur les structures et concepts avancés en entraînement. Ça permet vraiment d'être capable de vous monter des plans d'entraînement spécifiques aux objectifs que vous avez déterminés, donc qui amènent vraiment plus facilement le propriétaire à atteindre ses objectifs en suivant un plan vraiment détaillé. Ensuite, stratégie de renforcement avancée, ça sert aussi à aller trouver des petites façons d'aller récompenser vos chiens pour augmenter soit la vitesse ou la compréhension du chien. Ensuite, l'agression chez le chien, donc de la génétique à l'importance de la pharmacologie. Dans mon plan de cours, je vous ai montré que des fois, la médication, ça peut être un allié ou ça peut être nécessaire. Donc, ça a été une formation qui a été très pertinente à ce sujet-là. Ensuite, l'anxiété de séparation. Donc, ça a été donné par The Learn Dog. Et ma dernière formation que j'ai tout juste de compléter, ça a été donné par le Dr. Joël Dehaas. C'est sur le stress, l'anxiété et la réactivité. Donc, comprendre le stress. Je vous ai sorti toutes les définitions du dictionnaire parce qu'elles sont vraiment super pertinentes quand on les décortique. Donc, le stress, c'est quoi? C'est un état réactionnel de l'organisme qui est soumis à une agression brusque. Donc, quand il arrive quelque chose dans l'environnement qui vient faire un petit peu générer des émotions ou peu importe, ça va venir générer une réaction au niveau de notre organisme, ça va venir générer du stress. Donc, qu'est-ce qui se passe ultimement quand vous êtes stressé? Donc, quand on perçoit une menace, il va y avoir un stress qui est déclenché par notre organisme. Et ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir tout d'abord un déclenchement de l'adrénaline. Donc, on perçoit la menace et tout de suite, l'adrénaline vient faire un effet qui est immédiat. Il met notre corps en état d'alerte sur le coup. OK? Donc, c'est autant pour l'humain que pour le chien, ce que je vous dis là maintenant. OK? Donc, ensuite, par la suite, quelques secondes après, il va y avoir le cortisol qui va venir se faire une action pour vraiment venir soutenir l'état d'alerte. OK? Donc, ultimement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réponse de l'organisme pour sa survie. Votre corps va décider s'il fait de l'immobilisation, de la fuite ou de l'attaque. OK? Pour le chien, on va plus parler de figer, fuir, foncer ou faire semblant. OK? Mais c'est à peu près le même principe. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai vu une menace. Par exemple, je vois un lion, j'ai entendu un bruit qui m'a fait peur, il est tard le soir, je suis un petit peu peureuse. Il va y avoir tout de suite un déclenchement de l'adrénaline pour que mon corps se dise « Hey, mon Dieu, il se passe quelque chose, il y a une menace », un état d'alerte et mon cortisol va venir aider mon état d'alerte dans la prise de décision que je vais prendre. Donc, par exemple, que je décide de fuir, mais ça va enlever tout le sang qu'il y a dans mon système digestif pour l'emmener vers mes extrémités, soit mes bras, mes jambes, pour que je puisse vraiment courir plus rapidement. OK? Donc, ça se fait automatiquement. Vous n'en avez pas nécessairement conscience. Vous n'en avez pas conscience, finalement. Donc, il y a deux circuits qui vont s'enclencher, autant pour le chien que pour l'humain. Il faut comprendre que le chien va utiliser beaucoup plus longtemps son cerveau reptilien. OK? Donc, le circuit qui est court. Sa voie longue, il n'y a pas accès ou ça va être plus difficile pour qu'il puisse y avoir accès. Donc, je vais vraiment vous présenter les deux. Donc, le circuit court, c'est quoi? C'est la voie d'urgence. C'est la voie la plus rapide. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ultimement? Perception de la menace. Donc, j'ai entendu un bruit, j'ai vu quelque chose, il y a quelque chose qui vient faire réagir mon corps, je me mets en stress. Puis, ensuite, l'information est transmise au thalamus, donc dans le cerveau. Et ça va faire c'est comme un petit centre de traitement des informations. Donc, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu. Et ça se fait inconsciemment. Puis, le message par la suite du thalamus, du traitement des informations, va être envoyé à l'amygdale. C'est l'amygdale, ensuite, qui va déclencher soit un mécanisme de défense, OK, pour votre survie,
pour la survie du chien aussi. C'est le même principe. Donc, il va y avoir soit une prise de décision au niveau de l'immobilisation, de la fuite ou de l'attaque. Donc, pour le chien, on va parler de figer, freeze ou foncer. OK? Donc, mais c'est le même principe. Il faut comprendre que le circuit est une durée de 0,07 secondes. Donc, dès que votre cerveau perçoit une menace, ça prend 0,07 secondes d'exécution pour vous enclencher dans un mécanisme de défense qui va vraiment être là pour votre survie, finalement. Donc, l'information n'est pas interceptée par le cortex, donc il n'y a pas de réflexion. C'est vraiment automatique. Ça peut paraître une réaction qui est inappropriée quand on regarde ça. Donc, par exemple, que je pourrais prendre, par exemple, un chien qui fait de la protection de ressources. Donc, quand je m'approche du chien qui se met à grogner vers moi ou qui me monte les dents, je peux me dire que finalement, c'est un comportement qui est exagéré, mais c'est que ça s'est enclenché toute seule. C'est pas nécessairement votre chien qui décide de, ben moi, je réagis de telle façon. C'est le cerveau qui prend la décision. C'est inconscient. Faut être conscient de ça. Donc, ensuite, le circuit long, ça, c'est le lobe frontal. Il faut vraiment comprendre que autant les enfants que les chiens, ils n'ont pas accès tout de suite. Donc, ça prend tout le temps, un temps qui est plus long avant qu'ils puissent se rendre à leur circuit qui est long. OK? Donc, le circuit long, ça va faire la différence au niveau de la gestion des réactions. Ça prend une maturité du cerveau. Les chiens et les enfants ne l'ont pas. Donc, ils n'ont pas accès rapidement. L'amygdale, un coup qu'elle a décidé quelle réaction elle allait enclencher, ensuite, elle va transmettre l'information au cerveau. OK? Mais déjà, le circuit court, lui, il est déjà en marche. Donc, l'amygdale va transmettre l'information au cerveau. L'hippocampe va comparer les événements à différents contextes qui a déjà été vécu. Donc, on va regarder est-ce que c'est vraiment un stress qui est réel, est-ce que c'est vraiment une menace réelle ou c'est finalement pas tant une menace réelle. Donc, est-ce qu'on arrête le système de défense ou on continue le système de défense? Ça va être envoyé au cortex et c'est le cortex qui va vraiment aller évaluer la situation et le niveau de dangerosité. C'est lui aussi qui va prendre la décision si on arrête le système de défense ou si on poursuit. OK. Donc, une petite question vraiment super intéressante que j'aime poser, c'est selon vous, vers quel âge le cerveau atteint sa maturité? Donc là, vous êtes tous sur muet, vous ne pouvez pas me répondre, mais étonnamment, le cerveau pour l'humain va acquérir sa maturité vers l'âge de 40 à 45 ans. Donc, autant pour l'humain que le chien, ça prend vraiment énormément de temps avant de pouvoir avoir accès rapidement à sa zone de réflexion. OK? Donc, je veux juste comparer ici les deux cerveaux pour vous montrer qu'on n'est pas si différent du chien, finalement. OK? Donc, ici, on a vraiment notre cerveau qui est le lobe frontal, où est-ce que toutes les décisions de comment on va aller gérer nos émotions se fait, donc au niveau du cortex. Mais chez le chien aussi, il y a le cortex cérébral. Donc, il y a quand même une voie de réflexion. OK? Donc, il y a quand même une corrélation, une comparaison qu'on peut aller faire avec le chien et l'enfant surtout. Donc, quand je fais des formations au niveau psychologique, autant pour l'enfant que pour le chien, il y a beaucoup de corrélations qu'on peut aller faire dans la méthode qu'on va venir intervenir sur certains comportements. Donc, ça, c'est quelque chose de pertinent par rapport au stress qu'on doit être conscient. Donc, ici, je veux vraiment vous montrer les impacts du stress. Donc, oui, j'ai mis un humain, mais il faut comprendre que ça va être le même principe pour les chiens aussi. L'impact du stress est vraiment dommageable pour le corps, pour l'esprit. Ça va vraiment venir créer plein de maladies, surtout si c'est du stress qui est chronique. Donc, un stress qui revient continuellement, ça va vraiment aller créer des maladies, développer des maladies, et ce n'est pas des choses qu'on veut nécessairement. Donc, c'est vraiment plein de petits détails qui montrent à quel point vivre du stress continuellement, ça vient vraiment perturber le niveau de santé de l'animal ou de l'humain. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent à retenir. Je ne vous les lirai pas tous. Si vous voulez avoir accès à ma diapositive, vous m'enverrez votre courriel. Comme ça, je vais pouvoir vous l'envoyer par la suite. Mais c'est vraiment intéressant à regarder là, à quel point le stress va venir affecter autant l'animal que l'humain.
Donc, le stress chronique, c'est vraiment ça qui va être responsable de l'apparition de maladies. Donc, je vous en ai mis quelques-unes, OK? Encore là, c'est pour l'humain, mais il faut aussi comprendre que ça vient aussi d'en provoquer chez le chien. Donc, la dépression, les migraines, parce que oui, il y a des chiens qui vont tomber avec des maladies mentales telles que la dépression, la bipolarité, des trucs comme ça. Ça existe aussi chez le chien. C'est tabou chez l'humain, mais ça existe aussi chez le chien. Donc, c'est des choses que le stress peut venir influencer au niveau de l'apparition. Donc, la tension artérielle, les maladies de peau. Donc, on peut en avoir des chiens qui ont des maladies de peau qui se développent. Et curieusement, ça peut être des chiens qui sont super stressés, super anxieux. Donc, problèmes cardiaques, les troubles respiratoires, les troubles gastriques, certains troubles hépatiques. C'est sûr que quand on met tout le temps notre corps en stress, bien nécessairement, ça vient endommager au niveau des organes. Donc, il faut être capable de trouver un certain équilibre pour retrouver notre homéostasie. OK? Donc, même principe pour le chien. Ici, je veux vraiment parler rapidement du langage canin parce que c'est vraiment super important quand on a un chien qui est plus anxieux, qui est plus stressé, qui a plus peur, d'être capable d'aller regarder c'est quoi sa communication, qu'est-ce qu'il essaie de me dire, comment je sais quand mon chien est stressé, quand je sais que mon chien n'est pas bien. Si vous êtes capable d'aller regarder au niveau de la corporelle de votre chien, parce que c'est comme ça qu'il communique au niveau corporel, vous allez être capable par la suite d'essayer d'identifier un petit peu plus les contextes qui viennent générer peut-être plus de peur, peut-être plus d'inconfort, plus de mal-être au niveau du chien. Donc, c'est quelque chose qui est pertinent à savoir. Les deux grandes catégories vont avoir des signes de stress et des signaux d'apaisement. Donc, je vous ai mis des signes de stress qui sont visibles. Juste ici. Donc, il faut comprendre qu'il y en a encore plus que ça, puis il y en a des invisibles, comme dans mon image avec l'humain, qu'on voit toutes les petites maladies qui peuvent apparaître, les troubles que ça peut causer, bien, il va y avoir l'augmentation du rythme cardiaque. On ne la voit pas, mais elle est là quand même. OK? Donc, il y en a qui sont visibles, il y en a d'autres qu'on ne voit pas nécessairement. Donc, quand c'est visible, on peut voir un chien qui vocalise beaucoup, donc il se met à japper, à hurler. On peut avoir sudation des coussins. Donc, ça, vous le verrez pas nécessairement avec de l'eau ou vraiment de l'humidité sur les coussins. C'est vraiment plus comme s'il y avait les pattes moites. Donc, quand il marche, ça vient laisser juste une petite trace qui s'évapore super rapidement, haletée. Donc, mais encore là, il faut toujours prendre tout ce que je vous dis en contexte. Si ça fait 20 minutes que je lance la balle à un chien, bien, c'est normal qu'il respire rapidement. Mais si tout d'un coup, ça se déclenche et il respire rapidement, bien, je peux percevoir qu'il y a un stress. Il y a quelque chose qui est venu déranger mon chien pour qu'il se mette à être plus stressé, qu'il se mette à être plus, qu'il respire plus rapidement. Donc, l'œil de baleine, ça, c'est quand le chien est tellement tendu qu'on peut voir le blanc de l'œil apparaître. OK? Donc, il vient vraiment, on voit un petit blanc de l'œil. C'est que son cou est tellement tendu puis qu'il tourne les yeux pour regarder, mais il est comme tellement rigide que ça vient faire apparaître le blanc au coin de l'œil. Hypersalivation, donc il va vraiment avoir beaucoup de bave. Je pense à un chien qui est peut-être anxieux ou qui a peur quand il va en auto, mais il pourrait se mettre à baver, mais de façon vraiment exagérée, plus qu'à l'habitude. Donc ça, c'est de l'hypersalivation. C'est un signe de stress. Un léchage excessif, il y en a même qui vont venir se faire des plaies tellement ils se lèchent parce qu'ils sont anxieux ou parce qu'ils sont stressés. Ou, tu sais. Donc, ça peut être un autre signe que « Oh, mon chien, il ne se sent pas bien, il est stressé, il y a quelque chose qui se passe. Okay? » Donc, troubles compulsifs canins, il y a des chiens qui vont exprimer aussi des troubles compulsifs canins. Donc, ça, c'est, par exemple, un chien qui tourne alentour de sa queue puis qui la met dans sa bouche. Donc, ça, c'est un trouble compulsif canin. Il y a d'autres chiens qui vont avoir tendance à chasser leur propre ombre. Donc, ils sautent pour essayer d'attraper leur ombre. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, ça, c'est un trouble compulsif canin. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça qui vont nous montrer que notre chien est peut-être plus stressé. Il peut avoir l'air super calme et dormir toute la journée. Mais finalement, ça, c'est un signe de stress. Hypersomnie. Donc, encore là, c'est du cas par cas. OK? Hypersalivation, je l'ai déjà dit, tremblement. Donc, vous savez tous, quand un chien a très, très peur, il va se mettre à trembler un petit peu. Pilosité. Donc, là, ça, c'est vraiment quand on voit le petit mouhock, là, qu'on appelle là, le petit poil qui se dresse ici. Donc, là, c'est un signe de stress. OK? Ensuite, chute de poils, c'est sur le cou, ça va se passer. C'est pas parce qu'il mue, puis là, il y a plus de poils qui tombent. Non, c'est vraiment
pendant qu'il y a une situation stressante, il va y avoir une chute de poils, vomissement, diarrhée, se secouer. Souvent, les chiens qui se secouent, mais ça va être pour chasser du stress, qu'on dit. Donc, encore là, ça peut être un signe que mon chien est stressé, raideur, allaitement, etc. Donc, les signaux d'apaisement, ça, j'aime bien vous en parler parce que c'est vraiment la méthode de communication principale utilisée par nos chiens. Ils vont les utiliser pour 3 raisons principales. La première, c'est pour s'apaiser lors d'une situation qui est stressante. Donc, par exemple, que je vais me promener avec mon chien, on est dans la forêt, puis tout à coup, les nuages apparaissent au-dessus de notre tête et il y a un orage qui éclate. Mais ça se peut que mon chien se lève une patte, se détourne la tête, puis soit comme un petit peu inconfortable, mais en même temps, c'est qu'il produit de l'apaisement. Lever une patte, détourner le regard, détourner la tête. Donc, ça, c'est un petit peu d'apaisement. Il va essayer de revenir au calme par lui-même. Deuxième raison, ça va être pour exprimer qu'ils sont dans un état émotionnel inconfortable. Donc, ça, c'est celle qui est la plus importante à retenir. Donc, par exemple, que je suis dans un parc avec des enfants, avec mon chien, puis il y a une petite fille qui trouve mon chien vraiment super beau, donc elle court en ligne droite vers mon chien, elle lui fait un gros câlin. Donc, de prime abord, je peux trouver ça super cute de regarder le contexte. La petite fille, elle aime les chiens, elle fait un câlin, mon chien, il a de l'air quand même confortable, ça va bien. Mais si j'analyse vraiment toute la corporelle de mon chien, bien, je peux voir un chien qui détourne le regard, qui détourne la tête, qui essaie de détourner son corps, qui ramène la tête, qui redétourne la tête, qui bâille de façon exagérée, qui ramène la tête. Donc, tout ce que mon chien est en train de me dire, c'est détournement du regard, je suis pas confortable. Détournement de la tête, je suis pas confortable. Détournement du corps, je suis pas confortable. Bâillement exagéré, je suis pas confortable. Donc, tout ce qu'il est en train de me dire, finalement, c'est pas cute. C'est que mon chien, il est pas confortable, pas confortable, pas confortable. Donc, avant que vos chiens passent toujours à un grognement, il va toujours faire des signaux d'apaisement avant. Et des fois, ça passe inaperçu. Donc, il arrive à un grognement. Et s'il y a un grognement, on ne chicane jamais. Parce que si vous chicanez vos chiens quand ils grognent, vous êtes en train de lui dire que quand ils chicanent, c'est pas correct. Et c'est pas ça qu'on veut lui inculquer. On veut lui montrer que quand il nous avertit, c'est vraiment une bonne chose. On fait cesser la situation. On veut lui montrer qu'on comprend ce qu'il essaie de nous dire. Donc ça va être vraiment intéressant aussi pour un chien qui a peur, qui est anxieux, qui vit du stress, que vous soyez capable d'être à l'écoute de qui vous montre comme comportement. Troisième raison, ça peut être pour calmer un individu qui se sent stressé. Donc, par exemple, que je sais pas, moi, je me chicane avec mon conjoint. Si je porte attention à mon chien, ça se peut qu'il soit sur son coussin puis qu'il émette des signaux d'apaisement pour essayer d'apaiser l'atmosphère, finalement. OK? Donc, ici, je vous ai mis quelques petits signaux d'apaisement que le chien va produire. Donc, ça peut être se lécher la truffe, détournement du regard, de la tête, du corps, immobilisation. Donc, c'est vraiment pour essayer de calmer quelqu'un ou montrer que là, ils ont besoin d'une pause, par exemple, dans un jeu avec un autre chien. Bâillement. Encore là, c'est de le prendre en contexte. Tu sais, si j'ai marché toute la journée en sentier avec mon chien, je reviens le soir et à 10 heures le soir, mon chien est couché sur son coussin et qui se met à bâiller, il n'est pas stressé. Il n'est pas en train de me dire qu'il n'est pas confortable. Il est juste fatigué. Donc, je prends tout le temps avant, pendant, après. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il un élément déclencheur là-dedans? Ensuite, mouvement lent. Les appels au jeu, il faut faire attention. Souvent, on va se dire « Ah non, mon chien, il aime ça, jouer avec les autres chiens. Regarde, il est super à l'aise. Il fait même des appels au jeu. » Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il veut jouer. Des fois, ça peut être vraiment de la confusion. Fait qu'il faut faire attention à ça. Lever une patte, renifler le sol, approche en C, c'est quand on présente vraiment deux chiens lousses ensemble. Ils vont toujours se présenter en courbant un petit peu. Ça, c'est la méthode normale. Là. Il y a des chiens qui parlent moins bien niveau langage corporel, mais s'ils parlent vraiment super bien, il va vouloir exprimer à l'autre chien qu'il a une intention qui est pacifique, donc il va approcher en courbant un petit peu son corps. Donc, ça, c'était pour qu'est-ce qui est du stress, aussi être capable de voir quand vos chiens vous l'expriment. Donc, par la suite, la peur. Donc, définition Larousse, appréhension, crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est quand il y a une émotion de peur qui se produit, c'est qu'on est en présence immédiate d'un danger qui est réel. Donc, par exemple, j'ai peur des orages. J'ai entendu l'orage.
Ça m'a fait peur. J'ai peur des araignées. Je suis en train de faire ma conférence, tout d'un coup, une araignée passe avec le petit fil qui descend ici. Je me mets à crier. J'ai eu peur de quoi? Parce que j'ai vu l'araignée. Elle est devant moi, elle est réelle. Je peux la voir, je peux l'entendre, C'est vraiment quelque chose qui est réel, qui est immédiat, qui va aller déclencher une réaction de stress dans mon organisme. Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, le stress face au danger va déclencher automatiquement une réponse de mon organisme. OK? L'individu qui a peur, comme je vous l'ai dit, tout de suite, on va prendre notre circuit court devant une menace. Ça va aller faire de l'immobilité, de la fuite ou de l'attaque pour faire cesser le danger qui est réel, qui est devant nous. Si le danger disparaît, finalement, ce n'était pas nécessairement une menace, c'était une fausse araignée qui descendait devant moi. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, mon organisme, il va arrêter de produire de l'adrénaline et du cortisol, puis je vais revenir à la normale. Je vais revenir dans un état pas stressé, détendu, normal. De l'anxiété maintenant. Donc, c'est un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre chien il est en état d'anxiété, ou même pour nous, OK, quand on est en état d'anxiété, c'est que votre chien, il vit un stress qui est chronique. Il va développer des maladies éventuellement. Pourquoi? Parce que la peur, elle est irréelle. Il n'est pas là. Je ne vois pas l'araignée. Je pense qu'il y a une araignée qui va descendre. Si, par exemple, mon copain s'en va chercher l'épicerie et qu'il est rendu 4 heures l'après-midi, il est parti depuis 10 heures le matin, mais ça ne veut pas dire qu'il a pogné un accident. Mais je vais être en anxiété de me dire qu'il a peut-être pogné un accident. Donc, c'est une situation qui n'est pas réelle. C'est un danger qui est réel. Je suis en anticipation. Il peut y avoir aussi des développements de troubles compulsifs canins. Donc, en résumé, si on résume l'anxiété, c'est de la peur d'avoir peur. C'est une peur que notre cerveau va anticiper, mais qui est non fondée et qui est non réelle. Okay? Donc, par exemple, je peux prendre un chien qui a peur des autres chiens, mais tu sais qu'il y a une probabilité que quand on va à l'extérieur, qu'on va se promener, qu'il croise un autre chien parce que c'est déjà arrivé, puis ça lui fait extrêmement peur. Mais je peux avoir un chien qui se retrouve en crise de panique à l'extérieur parce qu'il anticipe l'idée de croiser potentiellement un chien. Est-ce qu'il va en croiser? Peut-être pas. Mais il est en anticipation de. Il a peur d'avoir peur de rencontrer un chien. Donc là, ça, c'est de l'anxiété. Qu'est-ce qui se passe avec l'anxiété? C'est que le danger, il ne part jamais. Donc, ça fait quoi? C'est que le stress du chien, il est constant, il est chronique, puis là, il est néfaste. Parce que là, ça va aller affecter son organisme, étant donné que le stress, il ne part pas. Il est tout le temps en adrénaline, tout le temps en cortisol, tout le temps prêt en hypervigilance, toujours prêt à quelque chose. Okay? Donc, ça, c'est un stress qui est vraiment plus dangereux. Finalement, le stress, il est où? C'est pas soit il est stressé, soit il a de la peur, soit il est anxieux. Le stress va être produit par soit de la peur, soit de l'anxiété. OK? C'est vraiment ça qui va aller déclencher le stress. Un état stressé, ça va être soit qui est en peur, soit qui est en anxiété. Donc, les différencier en bref, c'est le stress, c'est une réaction de l'organisme face à un danger réel ou imaginé, que ce soit parce qu'il a peur ou parce qu'il est en anxiété. Puis la peur se manifeste suite à un danger qui est réel. On le voit, on l'a entendu, c'est réel, c'est là. L'anxiété, il est constant. C'est le chien qui a peur d'avoir peur. Le danger, il est irréel, il est imaginé. Il va être plus stressé qu'un autre, pourquoi il va être plus peureux qu'un autre, pourquoi il va faire de l'anxiété plus qu'un autre. Bien, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer l'apparition ou non de l'anxiété ou de la peur. Donc, dans le fond, la première, ça va être la prédisposition génétique. C'est sûr que si j'adopte un chiot et que sa mère est déjà hyper stressée et que son père ou quelqu'un dans sa hiérarchie vit beaucoup de stress ou de l'anxiété ou de la peur, bien, nécessairement, ça va influer sur l'apparition de ce comportement-là à mon chiot éventuellement.
OK? Donc, quand il y a un manque d'amour maternel aussi, donc, dans les 3 premières semaines de vie, il y a un lien d'attachement incroyable qui se crée entre la mère et son chiot. Si la mère, elle fait pas bien sa job, OK, c'est pas une bonne mère finalement, mais à ce moment-là, le lien de sécurité ne se crée pas, donc ça va venir faire encore une fois que le chiot va être plus anxieux, plus stressé, ça va venir vraiment influer sur ce comportement-là. La nutrition, donc des fois, ça peut être un cercle vicieux, hein, parce que, bon, dans le fond, notre corps il est toujours en déséquilibre. L'idéal, c'est de toujours ramener notre corps dans une homéostasie, donc dans un équilibre normal. À avoir un manque nutritionnel, donc il manque des éléments dans notre nutrition, ça va venir débalancer cet équilibre-là. Donc, ça va venir créer du stress, voire même peut-être de l'anxiété et tout ça. Donc, d'avoir une bonne alimentation, ça va venir aider. Mais nécessairement, plus un chien va avoir un niveau d'anxiété ou de stress élevé, donc si je parle du stress, par exemple, un stress élevé, moins il va avoir faim. OK? Fait que là, ça peut venir encore plus débalancer tout ça. Donc, la nutrition, ça peut être quelque chose qui va venir aider au niveau de ça. Donc, ensuite, l'environnement. C'est sûr que si l'environnement va être un facteur d'apparition de peur ou d'anxiété, tout dépendant si l'environnement, c'est un environnement qui est sain, si c'est un environnement qui est stressant, ou si, par exemple, je sais pas, moi, le chien a été abandonné X nombre de fois, mais ça se peut que ça vienne créer tout le temps des changements d'environnement et que ça peut venir créer du stress, de l'anxiété ou de la peur à ce moment-là. Les méthodes punitives, ça va venir augmenter le niveau de stress de vos chiens. Ça va venir aussi augmenter le niveau de peur, d'anxiété. Nécessairement, si vous utilisez des méthodes punitives qui sont axées plus sur la peur et tout ça, mais nécessairement, on n'a pas le choix de faire que augmenter cette peur-là. Parce que c'est vraiment ça qui se produit quand on utilise des méthodes d'éducation qui sont inadéquates. Une mauvaise socialisation, donc ça peut venir créer des peurs au niveau de l'environnement. Ça peut même venir créer de l'anxiété si jamais les peurs sont trop grosses ou qui viennent se généraliser beaucoup trop. Okay? Donc, il y a aussi des maladies mentales qui peuvent renforcer les probabilités que ces problématiques-là apparaissent. Des douleurs physiques. Donc, c'est pas rare qu'on peut voir un chien qui commence à être âgé, qui allait super bien dans son jeune âge, et tout d'un coup, il devient un petit peu plus anxieux, un petit peu plus stressé, un petit peu plus peureux, mais tout d'un coup, comme ça. Mais des fois, ça peut être une douleur physique. Des fois, ça peut être une perte de faculté aussi. Donc, il perd un petit peu d'ouïe, il perd de la vision. Donc, ça va venir diminuer ses facultés. Le chien tombe un petit peu plus craintif parce qu'il n'a plus accès à toutes ses facultés qu'il avait. Donc, ça peut venir générer plus de peur, plus d'anxiété, parce qu'il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il voit devant lui finalement. Ou qu'est-ce qu'il entend. C'est plus aussi clair. Donc, sinon, ça peut être aussi des mauvaises associations et il y a plusieurs autres causes qui existent, mais les principales que je voulais vous parler, c'est ceux-là. Donc, la généralisation rapide, ça, c'est une problématique parce que les chiens, habituellement, ne sont pas si bons que ça pour généraliser quand on leur apprend des comportements. C'est vraiment notre job de les emmener dans plein d'endroits différents pour les travailler dans plein d'endroits différents pour qu'ils puissent généraliser. Mais au niveau de la peur, ils sont vraiment bons. Okay? Donc, ils sont capables de généraliser vraiment rapidement. Donc, par exemple, que, je sais pas, mon chien est rendu à 2 ans et que je me dis, ben je veux l'emmener avec moi, je veux aller voir les feux d'artifice. Puis, finalement, il commence à avoir peur des feux d'artifice parce qu'il n'avait jamais vu ça, il n'avait jamais entendu ça et ça y a fait peur. Donc, éventuellement, mon chien pourrait commencer à généraliser avec tous les bruits qui sont forts. Puis, à un moment donné, il pourrait avoir peur des orages, même s'il n'avait jamais eu peur des orages, parce que le bruit peut faire ressembler au feu d'artifice. C'est comme je parlais des orages et du vent tout à l'heure, mais il y a des fortes chances que mon chien commence à généraliser avec les orages. Bon, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il y a des orages? Il y a des vents forts. Quand il y a des vents forts, ben, il peut y avoir des claquements de fenêtres, il peut y avoir, tu sais. Fait que là, il peut commencer à généraliser au niveau de plein de bruits qu'il entend. Même principe, si par exemple j'emmène mon chiot dans un parc à chiens, il se fait charger par un chien qui est tout noir. Au début, il va avoir peur des chiens qui sont tout noirs. Et plus ça va aller, plus il va commencer à avoir peur des chiens avec des points noirs. Puis à un moment donné, il va avoir peur des chiens avec le museau noir. Puis à un moment donné, ben, c'est tous les chiens. Donc le chien est vraiment bon pour généraliser au niveau des sentiments de peur.
Donc, les différentes approches. Est-ce qu'on aimerait prendre la punition? Oui ou non? Pourquoi? On va le voir. Donc, l'émotion, la désensibilisation, l'immersion, l'association. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là. Donc, doit-on punir notre chien? La réponse est non. J'imagine que vous vous en doutez. OK? Donc, oui, les chiens peuvent exprimer plusieurs comportements qui sont dérangeants. Il y en a qui, quand ils sont stressés, ils vont se mettre à gratter le sol. Ça peut être un trouble compulsif canin. OK? Donc, quand ils vivent l'anxiété, ils vont se mettre à gratter le sol. Si mon chien est en détresse, il peut détruire dans la maison. Donc, par exemple, je pense aux chiens qui font de l'anxiété de séparation, sont laissés seuls, souvent les premiers commentaires qu'on va avoir des clients, ça va être ben là, j'ai besoin d'aide. Mon chien, quand que je suis pas là, il se venge parce qu'il fait pipi partout, il fait pipi dans mon lit, sinon il fait pipi, caca dans sa cage, il y en a partout quand je reviens. J'ai essayé de le laisser loose, puis ça n'a pas fonctionné, il s'est mis à détruire mon divan, il a détruit mes cordes de porte. Sinon, il n'arrête pas de japper tout le temps quand je m'en vais. Dès que je le mets dans sa cage, il jappe. Donc, tout ça, c'est des signaux d'alerte pour de la possible anxiété. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ça, mais habituellement, c'est vraiment des signaux d'alerte qui vont nous sonner une petite cloche. Donc, c'est des comportements qui sont dérangeants, qu'on se dit « Ah, mon Dieu, il veut se venger », mais finalement, il ne veut pas se venger. C'est que votre chien est tellement en détresse qu'il se met à exprimer ces comportements-là. Puis quand il exprime ces comportements-là, il n'est plus là. Son cerveau, là, sa zone de réflexion, apprentissage, elle n'est plus là. Il est tellement en détresse que c'est vraiment juste son petit mode survie qui se met à tourner. Puis là, ben, ça fait des comportements qu'on n'aime pas nécessairement. Donc, des fois, on a tendance à se dire, ben, je vais lui dire non, puis il va arrêter ces maudits comportements-là, ou je vais mettre, je sais pas, moi, un chien qui aboie. J'ai eu des plaintes de mes voisins. À chaque fois que je passe travailler, il se met à aboyer. Fait que j'ai acheté un collier qui fait des chocs, là, à chaque fois qu'il jappe. Ben, à ce moment-là, est-ce que ça va aller éliminer la vocalisation? Peut-être, si ça y fait assez mal ou si ça y fait assez peur, il va peut-être arrêter. Mais est-ce que j'enlève l'émotion qui est en arrière de ça? Donc, il a peur, il est en détresse. Est-ce que j'ai enlevé cette détresse-là en utilisant ce type de méthode-là? Non, parce qu'à chaque fois qu'il a exprimé qu'il était en détresse, il a reçu une correction. Donc, finalement, il va juste tomber en détresse acquise. Il ne voudra plus faire aucun comportement parce qu'il est juste tout le temps en anticipation qu'il va se passer quelque chose de pas correct. Donc, il va recevoir un autre choc. Ou il va arrêter d'aboyer, de vocaliser. Mais par exemple, au niveau de comment il va se sentir intérieurement et dans son stress, son état général, son stress chronique et tout ça, on ne règle pas du tout la problématique. Puis même que si on y enlève le collier qui donne des chocs, parce qu'on se dit problème résolu, ben il va recommencer éventuellement parce qu'il ne sait pas plus comment se comporter, puis il fait juste tout le temps retomber en détresse. Donc, on ne vient vraiment pas régler la problématique avec ça. Donc, je veux juste être certaine que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Maintenant. Donc, j'ai vraiment tout dit ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, non, on ne punit pas, parce que si on punit, on va juste aller augmenter l'émotion qui est derrière tout ça, finalement. Si on récompense notre chien pendant qu'il fait un comportement qui est dérangeant, est-ce que je récompense son comportement? Non. Parce que, n'oubliez pas que ce qu'on travaille, c'est l'émotion qui est en arrière du comportement et non pas le comportement. Donc, je veux vraiment aller changer l'association ainsi que l'émotion derrière le comportement qui me dérange. Puis par la suite, le comportement qui me dérange va cesser. Donc, si j'arrête de mettre mon chien tout le temps en détresse, par exemple, une anxiété de séparation, on va dire, si j'arrête de tout le temps le mettre en détresse, il n'y aura pas besoin d'exprimer ce comportement-là. Donc, je vais venir éliminer ce comportement-là en changeant l'association. La désensibilisation graduelle, ça consiste à quoi? Ça consiste à exposer votre chien à ce qui lui fait peur, mais de façon contrôlée. Puis avec ça, en contrôlant vraiment le stimuli qui fait peur, bien, vous allez être capable d'aller créer une association qui est positive. L'ordre d'étape est très, très, très important. Donc, par exemple, que j'ai un chien qui a peur, on va dire qu'il a peur des bruits, ou qui a peur de mon... Ouais, c'est ça. Il a peur des bruits, OK? Donc, il a peur des bruits d'orage.
Donc, je vais décider de commencer à le désensibiliser de façon graduelle. Mon ordre d'étape, ça va être de faire apparaître ce qui est dérangeant en premier. Ensuite, je vais aller le nourrir. Je vais arrêter le truc dérangeant et je vais arrêter de le nourrir. Il faut vraiment que je respecte ces 4 étapes cruciales-là. Parce que si, par exemple, je ne fais pas ça, donc je sors ma chip et ensuite je pars mon bruit qui est épeurant, ben, je suis en train de montrer qu'à chaque fois que je sors ma chip, il y a un bruit épeurant qui va arriver. Donc, je vais venir créer quoi? Une augmentation de l'anticipation de peur. Là, je suis en train de montrer que quand je mets ça, actuellement, tu as peur après. Donc, je veux vraiment y montrer que ça fait peur, mais c'est le fun. La peur arrête, le bonheur arrête. OK? Donc, il faut vraiment y aller dans un ordre précis d'étapes. Il faut aussi contrôler la peur de la distance à laquelle on est avec l'objet qui a peur ou le son. Par exemple, si c'est encore une fois des bruits d'orage, je vais aller sur YouTube, je vais mettre des bruits d'orage, mais avec un volume très, très bas. Puis je ne prendrai pas des bruits d'orage intenses, je vais en prendre un qui est quand même pas si pire. Puis plus ça va, plus je vais augmenter le bruit d'orage, mais en m'assurant tout le temps que mon chien est confortable. Si par exemple, mon chien est réactif, par peur parce qu'il a vu un autre chien, ben je vais me mettre à une distance où est-ce qu'il n'y a pas de réaction pour que son niveau de peur soit contrôlé. Si je le mets en détresse, ça ne marchera pas. Il n'est pas là, il n'a pas accès à sa zone d'apprentissage. Je veux qu'il apprenne à tolérer le stimulus, puis je veux qu'il apprenne à créer une association positive. S'il est trop stressé, s'il est trop dans la peur, s'il est trop dans l'anxiété, ça ne marchera pas. Ensuite, l'immersion. L'immersion, ça consiste à exposer votre chien à ce qui lui fait peur de façon constante. Il faut faire attention au niveau de stress de votre animal. Il faut y aller avec un chien qui est dans un niveau de 0 à 4 sur 10. Si on a vraiment trop peur, on va amplifier le problème. Donc, par exemple, que vous avez peur d'un araignée, puis que je vous mets dans une pièce remplie d'araignées partout, est-ce que vous allez vous sentir mieux, puis vous allez commencer à aimer un peu plus les araignées? Non. OK? Parce que vous avez beaucoup trop peur des araignées. Par contre, si je vous commence par mettre une araignée en plastique dans l'environnement, ou une toute petite araignée qui est super cute avec une boucle, on va dire, bien, elle fait pas si peur que ça. Donc, c'est un petit peu plus tolérable. Puis plus ça va aller, plus je vais pouvoir commencer à mettre un petit peu plus d'araignées, par exemple. Tu sais, l'immersion, je vais plus l'utiliser avec des objets. Donc, par exemple, j'ai un chien qui est super craintif dans la vie et il a peur des ballons de fête. Mais il n'a pas tant peur que ça. Tu sais, il a peur, mais ça va quand même bien. Je pourrais prendre un ballon de fête et le laisser traîner dans l'environnement. Tu sais, ça ne lui fait pas si peur que ça. C'est sûr que si ça génère une peur aussi intense que une personne qui a peur des araignées et qu'on l'enferme dans la même pièce que l'araignée, ça va être catastrophique. Il faut vraiment être conscient de ça ne fait pas si peur que ça. Si ça lui fait trop peur, c'est vraiment pas la bonne approche parce que vous allez amplifier le sentiment de peur en arrière de tout ça. Donc, c'est toujours une question d'association. Il faut toujours aller créer des associations qui sont positives pour aller régler un problème, que ce soit de l'anxiété ou de la peur. Si il reste tout le temps dans son pattern des associations sont négatives, vous en viendrez pas à bout. Donc, il faut toujours aussi analyser les contextes puis trouver le comportement qu'on veut appliquer dans le contexte. Donc, c'est toujours un petit peu ça de se prendre un petit 2 secondes puis de se dire, OK, là, présentement, c'est une association négative, mais ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais comme comportement dans le contexte? Donc, par exemple, que j'ai un chien qui est réactif en laisse, par peur, on va dire. Mais à ce moment-là, ce que je vais vouloir y enseigner, c'est de changer de direction puis de me suivre pour commencer. D'aller créer une association avec le comportement plutôt que de continuer à rentrer dans ton cerveau puis de plonger dans ta zone d'émotion et en réaction vers ce qui te fait peur. Suis-moi. Donc, je crée quoi comme association? Je viens changer son émotion, mais j'ai aussi montré que de me suivre, c'est beaucoup plus intéressant que de continuer à te plonger dans la peur. Donc, vraiment, une petite façon qu'on peut aller regarder, bon, j'aime pas ça, qu'est-ce que je peux lui montrer pour qu'il sache quoi faire aussi dans la situation? Ça va aller diminuer
sa peur parce qu'il sait quoi faire ultimement dans cette situation-là. Mais encore là, il faut faire attention. Si je le mets trop en peur, ça ne fonctionnera pas parce que sa zone d'apprentissage n'est pas là. Mais s'il est dans une zone qui est confortable, je vais aller créer un apprentissage, je vais aller créer une association, je vais aller régler ma problématique pour de bon parce que j'y apprends ce que je veux qu'il fasse dans la situation. Donc ensuite, combler ses besoins, ça va être non négligeable. Parfois, il y a des chiens qui vont commencer à faire de l'anxiété parce que leurs besoins ne sont pas comblés. Donc, il y a beaucoup d'ennuis. Ça peut aussi aller emmener les chiens vers des états un petit peu plus dépressifs. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aller combler leurs besoins. Plus que leurs besoins sont comblés, plus il va y avoir de sécrétion d'hormones qui sont calmantes, des hormones du bonheur. Donc, plus ça va aller aider à réduire le niveau de stress, le niveau d'anxiété. Donc, par exemple, il y en a 3 que je vais vous parler aujourd'hui. C'est les 3 les plus importants selon moi. Donc, le premier, ça va être l'exercice physique. Donc, on dit au moins 1 heure d'activité d'exercice physique par jour. Les exercices que je vous conseille le plus, ça va être des marches en sentier. Parce que quand vous allez en sentier, vous pouvez leur mettre une grande longe pour travailler du semi-liberté, mais vous pouvez aussi travailler votre commande de rappel. Donc, votre chien fait plein de va-et-vient. Tu viens le faire dépenser beaucoup plus, mais aussi, il travaille mentalement parce qu'il effectue la commande que vous leur avez demandée. Si j'ai une grande laisse, je peux toujours le ramener vers moi en cas de besoin. OK? Ça fait aussi qu'il peut sentir, découvrir l'environnement, donc il vient faire travailler son cerveau. Les sports canins, c'est vraiment un atout parce que ça va aller faire une grande complicité entre le manieur et son chien, donc le propriétaire du chien et son chien, parce que le manieur va apprendre à son chien à faire plein de commandes d'exécution rapidement. Donc, par exemple, si je pense à l'agilité, il va montrer à son chien à faire tous les petits circuits. Puis, par la suite, ils vont faire un travail d'équipe. Le manieur va demander à son chien à aller sur tel obstacle. Le chien va l'exécuter. Donc, les deux travaillent mentalement, les deux travaillent physiquement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Parce que ça fait autant du physique que du mental. Ensuite, la stimulation mentale. Ce qu'on veut, c'est de faire travailler vos chiens au niveau mental. Prévoyez beaucoup de jeux qui font travailler mentalement votre chien. Donc, vous pouvez entraîner vos chiens avec des croquettes. Donc, à place de donner dans son bol, comme ça prend 3 secondes, c'est fini. Après ça, il y a le temps de commencer à s'ennuyer, il y a le temps de commencer à être plus anxieux, plus stressé, il y a plus peur, il y a un petit peu plus alerte au bruit parce que là, il est moins saturé au niveau mental. Donc, on veut vraiment aller le faire travailler mentalement. Donc, des entraînements avec ses croquettes, idéalement, pas dans son bol. Des jeux de cachette. Donc, il y a des chiens, des fois, qui aiment beaucoup jouer à la cachette. Donc, j'ai déjà vu un cas où est-ce que le chien avait extrêmement peur des orages, puisque les propriétaires avaient trouvé comme façon, c'était de mettre, dans le fond, le chien était super bon pour pister. Il avait vraiment déjà fait ça dans une autre vie. Donc, il avait fait des jeux de cachette. Ça l'occupait. Au lieu de penser à voir s'il entendait du vent parce qu'il y a un orage qui s'en vient, peut-être potentiellement, parce qu'il était en anxiété. Mais à ce moment-là, il était plus concentré à chercher les croquettes. Donc, ça vient le faire travailler, ça vient le mettre dans une tâche précise, le concentrer. Donc, si vous avez un chien qui a besoin de pister, on va essayer de vraiment augmenter ce besoin-là. Ensuite, le cogne. Donc, le cogne, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est vraiment ça. C'est comme en caoutchouc. Puis, ce qu'on veut, c'est de venir mélanger sa portion de croquette avec une substance humide. Donc, yogourt nature, l'huile de coco, ça peut être la compote de pommes, ça peut être du pâté pour chien, du beurre d'arachide. On vient mélanger ça avec ces croquettes. Ça va créer une humidité. On vient mettre ça à l'intérieur et on vient le mettre dans le congélateur éventuellement. OK? Ça vient faire de la mastication, mais ça vient faire aussi de la stimulation mentale. Donc, c'est un 2 en 1. C'est pas obligé d'être la marque Cogne. J'en ai un ici, c'est la marque Pet Safe. Donc, c'est autant résistant, sinon plus que le Cogne. Mais dès que vous voyez un trou à l'intérieur, ça fait la même job. Donc, on peut venir le réutiliser, utiliser des jouets différents. Ça va venir le faire travailler de façon différente à chaque fois. Si je veux aussi, je peux acheter la balle orange du Walmart. Je ne sais pas si tout le monde a un Walmart parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement
du Québec. Donc, le Walmart, vraiment moins cher. Il y a juste un trou, puis il est super long le trou. Donc, il faut juste s'assurer de mettre que la nourriture sèche à l'intérieur de ce jouet-là. Mais en fait, quand la boule va tourner, les croquettes vont tomber. Donc, c'est un autre jeu de stimulation mentale. Sinon, vous pouvez prendre ces croquettes, les lancer dans le gazon, les lancer dans la neige. Ça fait aussi une bonne stimulation mentale. La mastication. Donc, la mastication, je vais prioriser des os qui sont crus, pas des os qui sont bouillis, fumés ou cuits. Parce que quand ils sont cuits, en fait, quand ça va casser en bout tranchant. Ça peut venir vraiment endommager au niveau du système digestif. Donc, les os qui sont crus, ça va venir vraiment casser plus en bourron et ça va venir protéger un peu plus au niveau du système digestif. Même si on avale un bout, ça ne devrait pas venir trancher. OK? C'est ça le point. Donc, sinon, je recommande aussi les parties animales qui sont crues, donc les oreilles de cochon, les pattes de cochon, ça peut être les côtes de bœuf, il y en a qui ont ça, ça peut être des sabots de bœuf, je crois, si je ne me trompe pas, il y en a qui c'est des cornes de bœuf, des trucs comme ça. Donc ça va vraiment aller, c'est goûteux, c'est savoureux. Pour les chiots, c'est beaucoup plus de la chair, donc moins dommageable au niveau des dents, surtout s'il y a ces dents de bébé. Mais pour les adultes, on peut y aller aussi avec des os à moelle, des parties animales qui ont de la chair, mais qui ont aussi un petit peu plus d'os. Donc, il faut juste aussi s'assurer que le morceau d'os que vous donnez à vos chiens soit plus gros que la gueule pour pas qu'ils les avalent tout rond. Donc, encore une fois, la mastication, il y a le cône qui est super intéressant, le boulistique, les dentastiques, des astuces qui coûtent pas cher, il y a les carottes. À la place de les jeter, on peut les mettre dans le congélateur, les donner à nos chiens. Les pieds de brocoli, même principe. À la place de jeter notre pied de brocoli, on peut le mettre dans le congélateur et le donner à notre chien par la suite. On peut prendre une corde pressée qu'on vient tremper dans du bouillon de poulet. On le met dans un sac Ziploc, on le met au congélateur, on le donne à l'extérieur à notre chien. Donc, ça vient faire vraiment une bonne mastication à ce niveau-là. C'est vraiment super important aussi d'aller dans divers environnements avec vos chiens pour les entraîner, pour que, oui, ils généralisent, mais aussi qu'ils comprennent que peu importe où vous allez, avec un chien qui est craintif, ça va être le fun. Donc, ils tombent en anticipation positive, pas en anticipation négative. Donc, quand vous comblez ces besoins, ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir une sécrétion d'hormones qui sont calmantes. Il va y avoir une diminution générale du niveau de stress, d'anxiété. 15 minutes de stimulation mentale et ou masticatoire équivaut à 1 heure de course pour le chien. Donc, c'est vraiment super important de combler ces besoins-là. Peut-être que vous allez avoir une différence immense juste en appliquant ces principes-là. Donc, si on tombe un petit peu plus dans les approches de médication, donc moi, je ne suis pas ici pour vous dire donnez telle médication à votre chien. Je laisse vraiment ça dans les mains des vétérinaires, c'est eux qui sont spécialistes là-dedans, mais je vous dis qu'est-ce qui existe, OK? Donc, il y a des méthodes naturelles qui existent, donc des huiles essentielles. Des fois, il y en a qui vont prendre de la lavande, qui vont en appliquer quelques gouttes sur un petit foulard, ou sur un accessoire comme un Thunder Shirt, comme ça ici. Mais des fois, ça peut aller faire une différence, que c'est comme de l'aromathérapie. OK? Sinon, il y a des CBD, les phéromones. Les phéromones, c'est une molécule qui se retrouve dans le lait maternel puis qui va aller un petit peu remémorer tous ces souvenirs-là au chien pour aller diminuer le niveau de stress, d'anxiété du chien, millepertuis, etc. Donc ça, c'est vraiment plus des médications qui sont naturelles et qui existent. Si les méthodes naturelles, ça ne fonctionne pas avec vos chiens, des fois, il peut y avoir la nécessité d'une médication qui est plus vétérinaire. Donc ça, c'est vraiment un vétérinaire comportementaliste que je vous conseille d'aller consulter pour regarder, voir si une médication X pourrait convenir aux différents comportements de vos chiens. Il faut faire attention avec les médicaments et les dosages. Il est fortement recommandé de consulter un vétérinaire avant de donner quoi que ce soit. OK? C'est vraiment eux qui vont avoir le pouvoir décisionnel et de voir si ça fonctionne avec vos chiens, si ça ne fera pas d'interférence si, par exemple, ils prennent d'autres médicaments ou quoi que ce soit. Puis il faut comprendre que peut-être que votre chien vit de l'anxiété, donc peut-être que ce médicament-là pourrait fonctionner.
Mais finalement, c'est pas la bonne molécule parce qu'il y a plusieurs catégories d'anxiété. Il peut y avoir de l'anxiété irritable, il peut y avoir de l'anxiété dépression, il peut y avoir, tu sais, donc, nécessairement, la médication n'aura pas le même effet si c'est pour un chien qui fait des dépressions ou si c'est pour un chien qui est dans l'hyper-réactivité parce qu'il est anxieux ou c'est parce qu'il est vraiment plus dans l'irritabilité ou dans la peur ou dans, tu sais, ça va aller vraiment, la médication va aller affecter la bonne partie qu'on veut travailler. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut pas commencer à donner tout et n'importe quoi à nos chiens. Il faut vraiment avoir l'avis d'un expert à ce sujet-là. Et c'est ça, la médication peut varier d'un chien à l'autre. Peut-être que pour un chien X, cette médication-là va être magnifique, mais ne fonctionnera pas pour l'autre chien. Donc, c'est ça. Il faut faire attention. Des fois, c'est les petites difficultés de la médication, c'est d'être sûr d'avoir la bonne. Il y a des outils physiques qui existent. Donc, on peut faire des massages relaxants à nos chiens. On peut leur faire porter un Thundershirt. Donc, un Thundershirt, c'est ça ici. Donc là, c'est un peu gros pour ma caméra, là. Mais bref, si je viens mettre la tête du chien ici, donc il y a plein de velcro que je peux venir ajuster vraiment, là, qui va venir serrer au niveau du cou et au niveau de la bédaine de mon chien, donc au niveau du thorax. Donc ça va vraiment venir, dans le fond, créer des points de pression. Puis ça va faire en sorte qu'il se sent comme un petit peu emmitouflé. Comme les bébés, des fois, on va venir les emmitoufler pour qu'ils se sentent un petit peu plus serrés, un petit peu plus apaisés. Mais ça va venir vraiment serrer un petit peu plus des points précis, des points de pression précis. Donc, ça devrait venir diminuer le niveau de peur, d'anxiété des chiens. Mais encore là, c'est du cas par cas. Donc, moi, j'ai un chien qui est quand même très stressé dans la vie, de l'anxiété quand on va à l'extérieur. Donc, si je lui mets le Thundershirt, dans mon cas, ça n'a absolument rien changé. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas. Il y a des points d'acupuncture aussi qui existent. On appelle ça le EFT. Donc, c'est vraiment de venir tapoter au niveau, si je ne me trompe pas, c'est le front, après ça, le coin de l'œil. Donc, le dessus de la tête, coin de l'œil interne, après ça, on s'en va au coin de l'œil externe, en dessous ici, le menton, la clavicule. Mais ça, il faut faire attention parce que si votre chien est en crise émotionnelle puis qu'il est dans crise de rage puis que vous faites ça à vos chiens, ben ça se peut que vous fassiez bouffer. OK? Donc, il faut vraiment faire attention que le chien ne soit pas trop en crise émotionnelle puis qu'il est encore gérable. S'il est encore dans une bonne partie du cerveau, il y a encore un petit peu d'apprentissage, on peut venir essayer de le calmer en utilisant des points de pression, en tapotant comme ça. OK? Sinon, on peut apprendre à nos chiens à bâiller sur commande. Ça va aller rééquilibrer le niveau d'oxytocine et l'autre, je ne me souviens plus de la molécule, mais bref, ça va aller venir rééquilibrer les hormones dans le corps. Donc, ça vient aider à calmer le chien. On peut leur apprendre à faire des positions qui sont réconfortantes. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai appris à mon chien à venir se coucher sur le ventre et à venir déposer le menton au sol. Donc, ça vient le mettre dans une situation plus calme, plus reposée. Donc, je viens de diminuer son niveau de stress, son niveau de cortisol également. Les outils sonores, donc si par exemple j'ai un chien qui a peur du vent parce qu'il anticipe des orages, donc il est en anxiété, à ce moment-là, je pourrais utiliser une machine à bruit blanc. Ça fait l'effet comme s'il n'y avait aucun bruit. Puis ça vient aussi aider si je ne suis pas à la maison, si je ne peux pas venir l'entraîner ou si je ne suis pas là, ça peut venir l'aider à ce niveau-là. Sinon, allumer une radio, une télévision, ça peut aussi venir créer une ambiance en arrière de tout ça. Est-ce que mon propre stress va venir affecter mon chien? Donc, des fois, on se fait demander si je suis quelqu'un de stressé, est-ce que parce que je suis stressée, mon chien va être stressé? Donc, la réponse est oui et non. OK? Pas parce que je suis quelqu'un de stressé que nécessairement mon chien va devenir anxieux, va devenir stressé également, puis que les deux, on va juste être en anxiété qui est non gérable. La réponse est oui, parce qu'il y a une corrélation entre les niveaux de cortisol qui sont sécrétés. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je suis anxieuse, c'est ça qui a rendu mon chien anxieux, ou parce que mon chien est anxieux, c'est ça qui m'a rendu anxieuse. C'est vraiment plus au niveau de cortisol dans le sang qui est sécrété qui va avoir une corrélation. Donc, ils ont remarqué que
pour un humain qui sécrète beaucoup de cortisol, le chien de l'humain va avoir tendance à avoir un cortisol qui est également élevé. Donc, il se ressemble. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez créé le niveau de cortisol élevé à votre chien. Ça se peut que ce soit votre chien qui a un niveau de cortisol élevé qui vient influer le vôtre. Mais c'est comme un petit peu ça, OK? Donc, il faut juste comprendre qu'il y a une corrélation au niveau du cortisol, du chien et du propriétaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir aider notre chien à avoir un niveau de cortisol plus bas? Mais on peut venir gérer notre propre stress en essayant de le diminuer, en faisant des pratiques de méditation, des pratiques de yoga, du mandala, plein d'astuces qui existent pour vraiment essayer de nous réguler, nous. Et ça va aller influer le niveau de cortisol de notre chien. Vice-versa, si j'entraîne mon chien puis je viens le rééquilibrer puis essayer de diminuer son niveau de stress, d'anxiété, de peur à tous les jours, je vais venir faire descendre son niveau de cortisol, ça va venir descendre le mien également. Donc, c'était tout pour la présentation. J'espère que vous avez aimé ça.